Lorsque la petite Sophie entra dans cette salle d'audience, personne n'imaginait que le destin de tout un pays allait basculer. Devant le juge, un berger allemand condamné à mort tremblait de peur. Et à ses côtés, une fillette de 10 ans refusait de bouger. 15 minutes. C'est tout ce qu'il restait avant que Rex soit euthanasié. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cet instant allait déclencher une chaîne d'événements bouleversants, reliant une enfant sans abri, un milliardaire brisé et un chien que tout le monde croyait perdu. Ce qu'ils allaient de vivre ensemble allait défier la loi, la peur et même la mort. Restez bien jusqu'à la fin car la vérité derrière cette histoire va vous bouleverser. Et avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. L'horloge du tribunal indiquait 16h45. Dans 15 minutes, un berger allemand, nommé Ranger, serait euthanasié par ordre du juge. Lila Benson, 10 ans, à peine 1,20 m, se tenait droite entre le banc du juge et l'agent de la fourrière, une seringue chargée à la main. Derrière elle, 90 kilos de muscles et de peur tremblaient. Pas de rage, de peur. « Mademoiselle Benson, écartez-vous » ordonna d'une voix ferme la juge Helena Moore. La décision est définitive. Lila ne bougea pas. Sa petite main reposait sur la tête du chien, sentant battre son cœur trop vite sous la paume de ses doigts. À l'extérieur, 5 millions de personnes regardaient la scène en direct sur Internet. À l'intérieur, Ethan Ward, un milliardaire au regard vide, retenait son souffle. « S'il meurt, murmura Lila à peine audible. Je meurs aussi. » Le shérif leva son arme, l'horloge avança. 16h46. Mais pour comprendre comment une enfant sans foyer, un homme brisé et un chien jugé dangereux en étaient arrivés là, il faut revenir 30 jours plus tôt, là où tout a commencé. 30 jours plus tôt, dans les montagnes du Colorado, Ethan Ward fixait la neige tombée depuis les immenses baies vitrées de son manoir à Aspen. 45 ans, 3 milliards de dollars et plus rien à ressentir. L'ancien prodige de la tech possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf l'essentiel, la paix. Il n'avait pas quitté sa propriété depuis 2 ans, depuis l'avalanche qui avait emporté sa femme Rachel et détruit ce qui restait de sa capacité à aimer. 15 hectares de silence et d'architecture parfaite pour abriter un cœur vide. Le manoir, chef-d'œuvre d'acier et de verre, valait 40 millions. Mais chaque pièce, chaque couloir, résonnait du souvenir d'un rire disparu. Ethan traversa les salons conçus pour accueillir des soirées qu'il n'organisait plus, passa devant les portraits d'un homme qui souriait encore à l'époque et descendit au sous-sol là où se trouvait la seule présence vivante qu'il supportait encore. Dans une grande cage climatisée reposait Ranger, un berger allemand de 5 ans, 45 livres de puissance tendu comme un arc. Son pelage noir et fauve, autrefois brillant, avait perdu de son éclat. Ses yeux ambrés, jadis pleins de confiance, ne reflétaient plus qu'un abîme de tourments. Sur son flanc gauche, une longue cicatrice rappelait le jour où il avait sauvé la vie d'Ethan. Mais personne ne s'en souvenait. Tout le monde ne voyait plus que ses blessures et les attaques. 3 dresseurs professionnels avaient tenté de le rééduquer. 3 dresseurs étaient repartis en ambulance. Ranger n'était plus un animal de compagnie, c'était un dossier judiciaire, un procès vivant, un danger public que la justice voulait abattre. Ethan comprenait. Il était cassé lui aussi, simplement, il savait mieux le cacher. À 150 km de là, dans un foyer pour femmes à Denver, Lila Benson se réveillait sur un lit de camp partagé avec 2 autres enfants. Elle enfila des vêtements donnés par des associations, trop grands pour elle. Ses bottes tenaient grâce à du ruban adhésif. Ses cheveux bruns n'avait pas vu un coiffeur depuis 2 ans. Mais ses yeux verts, les yeux de son père, conservaient quelque chose que la misère n'avait pas réussi à éteindre. L'espoir. Sa mère, Erin Benson, infirmière épuisée par 3 gardes d'affilée, entra à 6 heures du matin. À 32 ans, elle en paraissait 50. Ses mains étaient fendillées par les produits d'entretien, son visage creusé par la fatigue, et par un secret qu'elle cachait à sa fille. Une maladie cardiaque qu'elle ne pouvait pas soigner faute d'assurance. Une opération vitale qu'elle ne pourrait jamais se payer. « Bonjour mon cœur », murmura-t-elle avant de s'effondrer sur le lit. Lila observa la poitrine de sa mère se soulever doucement, comptant chaque respiration. Elle le faisait chaque matin. 2 ans plus tôt, elle avait perdu son père. Pas dans un incendie comme elle le disait aux autres, mais dans une chambre d'hôpital. Son esprit avait été détruit par le stress post-traumatique. Il ne l'avait plus reconnu avant de mourir. Certains chagrins sont trop lourds pour être racontés. Dehors, décembre gelait Denver à -15 degrés.
À l'intérieur, le vieux radiateur grinçait. Lila sortit de sous la couverture un ours en peluche abîmé, le dernier cadeau de son père, et murmura « Aujourd'hui, quelque chose va changer ». À Aspen, le téléphone d'Ethan sonna. Son avocat, la voix grave « Ethan, c'est fini. Le 3e dresseur porte plainte. Le juge a fixé une audience d'urgence. Ils vont ordonner l'euthanasie de Ranger. » Tout avait commencé un lundi matin à 9h30 pendant la première chute de neige de décembre. Michael Grant, un dresseur renommé, 20 ans d'expérience et 3 livres sur la réhabilitation canine à son actif, était entré dans l'enclos de Ranger avec la confiance d'un homme sûr de lui. Il en ressortirait brisé. Ethan suivait la scène sur les caméras de surveillance, sa tasse de café refroidissant entre ses mains. Grant connaissait le dossier. Il savait que Ranger souffrait de stress post-traumatique. Il portait une combinaison protectrice, parlait calmement, se déplaçait lentement. Le chien, recroquevillé dans un coin, semblait docile. Puis tout a basculé. Le dresseur portait du parfum, bois de cèdre et bergamote, le même que celui des secouristes qui avaient dégagé le corps de Rachel dans la neige. Pour Ranger, cette odeur, c'était le souvenir de la mort, des cris, de l'impuissance. En une seconde, le chien changea. Ses yeux ambrés devinrent bien noirs, ses babines se retroussèrent. Le grondement qui monta de sa poitrine glaça le sang du dresseur. Puis il bondit. Ethan courait déjà vers le sous-sol, mais les escaliers lui semblèrent interminables. Quand il arriva, le sol était maculé de sang. Michael était à terre, le bras déchiqueté. Ranger lui tremblait, perdu dans un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. « Ranger, non !» La voix d'Ethan perça le brouillard. Le chien s'arrêta net, le reconnut, puis recula en gémissant, honteux, terrifié de ce qu'il venait de faire. Les secours arrivèrent en quelques minutes. Le shérif Adam Lewis, un vieil ami d'Ethan, entra, le visage fermé. 3 attaques en 4 mois, Ethan. Je ne peux plus rien faire. L'après-midi même, ils se retrouvèrent au tribunal du comté, devant la juge Elena Moore, une femme réputée pour sa rigueur et son sens de la justice. La salle était presque vide. Les avocats, les greffiers et ce poids invisible, l'inévitable. Le procureur présenta les rapports médicaux des 3 victimes, les photos des blessures, le témoignage d'experts qui affirmaient que Ranger représentait une menace irréversible. L'avocat d'Ethan plaida la cause du traumatisme, la possibilité de réhabilitation, la cruauté de condamner un être vivant pour une peur qu'il ne contrôle pas. La juge écouta sans ciller puis retira ses lunettes. « Monsieur Ward, je compatis à votre perte. Je sais que ce chien vous a sauvé la vie. Mais il a détruit celle de 3 autres personnes. La loi est claire. » Ethan serra les poings, blême. « S'il vous plaît, madame le juge. Cependant, reprit-elle, je vous accorde 30 jours. 30 jours pour prouver qu'il peut être réhabilité. Si vous échouez, ou s'il attaque à nouveau, la sentence sera immédiate. »« Oui, madame le juge. Merci. Ne me remerciez pas encore. Aucun professionnel ne prendra ce risque. Et le compte à rebours commence maintenant. » Ce soir-là, désespéré, Ethan prit une décision folle. Dans son bureau, face à la photo de Rachel, il enregistra une vidéo. Pour la première fois depuis des années, sa voix tremblait d'émotion. Il raconta tout. L'histoire de Rachel, celle de Ranger, la douleur, la culpabilité, le traumatisme. Puis il lança un défi au monde. $1 million à quiconque pourra sauver Ranger, pas le dominer, pas le dresser, le guérir, lui redonner confiance. Vous avez 30 jours. La vidéo devint virale en une nuit. 50 millions de vues le lendemain matin. Les chaînes d'infos s'en emparèrent. Certains le traitèrent d'irresponsable, d'autres d'homme au grand cœur. Mais tout le monde avait une opinion. Et très vite, les portes de son domaine ne cessèrent non plus de sonner. Les prétendus experts se succédaient, dresseurs autodidactes, communicateurs animaliers, charlatans avides de célébrités. Tous échouaient. Ranger se contentait de reculer, les oreilles plaquées, ou montrer les crocs jusqu'à les faire fuir. Le 5e jour, Ethan n'y croyait plus. Il avait commencé à planifier l'enterrement du chien. À Denver, ce même jour, Lila regardait les informations sur un vieux téléviseur du foyer. Les résidents plaisantaient sur les riches excentriques et les chiens dangereux. Une femme assise à côté d'elle déclara « Ce monstre devrait être abattu. Point final. » Mais Lila vit autre chose. Dans les images de Ranger, recroquevillé après l'attaque, elle reconnut un regard, le même que celui de son père avant qu'il ne sombre pour de bon. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était de la terreur. « Il n'est pas méchant, » murmura-t-elle. « Il a peur. » Elle serra contre elle l'ours en peluche de son père. Dans sa tête résonnait sa voix. « Les animaux blessés ne mordent pas par haine, mais par douleur.
Il faut leur laisser le temps. C'est à ce moment précis qu'elle prit sa décision. Lila partit avant l'aube, pendant que sa mère dormait encore, épuisée par une énième garde. Elle laissa une simple note griffonnée sur le coin du lit. « Maman, je vais aider le chien. Je serai prudente, je t'aime. » Elle prit avec elle 23 $ en billets froissés, son ours en peluche et la vieille parka que Grace Howard, la responsable du foyer, lui avait donnée en cachette. Grace tenta de l'en dissuader. « Lila, ce chien a envoyé 3 adultes à l'hôpital. Tu as 10 ans, ce n'est pas ton rôle. Mon père m'a appris à comprendre les animaux blessés. Ils ne sont pas méchants, juste perdus. Ton père était garde forestier, ma chérie. Il avait de l'expérience. Et il m'a tout appris. » Grace, le cœur serré, l'accompagna jusqu'à la sortie, enfreignant le règlement. Avant de la laisser partir, elle ajouta doucement « Promets-moi de m'appeler si tu as besoin d'aide. »« Promis », mentit Lila, sans téléphone. Puis elle s'engagea sur la route enneigée qui menait vers Aspen, à plus de 160 km. Le premier camionneur qui s'arrêta était un grand-père bienveillant au regard fatigué. Il partagea son thermos de chocolat chaud, lui posa 1000 questions auxquelles elle répondit avec une aisance surprenante. Elle disait qu'elle allait chez sa grand-mère, que sa mère était au courant, que tout allait bien. Et il la crut, parce qu'on préfère croire qu'un enfant est en sécurité. Il la déposa dans une station-service, 40 km plus loin. Là, Lila acheta une barre de céréales avec 2 $, puis demanda timidement à la caissière « Madame, vous savez comment je peux aller jusqu'à Aspen ?» La femme, compatissante, fit un appel discret. Un quart d'heure plus tard, un vieux couple arriva. Leurs yeux brillaient de gentillesse. « Tu fuis quelque chose, petite ?» demanda la vieille dame. « Non, madame. » « Je cours vers quelque chose. » Ils la conduisirent jusqu'à un village à une 50aine de kilomètres d'Aspen. Ils lui offrirent des gants neufs, un repas chaud et même un billet de 20 $. Avant de repartir, la vieille dame lui souffla. « Les anges n'ont pas toujours des ailes. Parfois, ils marchent dans la neige avec des bottes trouées. » Lila continua seule les 17 derniers kilomètres. Le froid mordait sa peau, ses pieds saignaient dans les bottes rafistolées. Elle dormit dans les toilettes d'un centre touristique fermé, blottie contre son ours, chantant doucement la berceuse que son père lui fredonnait pour chasser la peur. La température tomba à -20 cette nuit-là. Le lendemain à midi, épuisée, le visage rougi par le vent, Lila arriva devant les imposants portails en fer forgé du domaine Ward. Ses doigts tremblaient en appuyant sur l'interphone. « C'est une propriété privée ?» annonça une voix d'homme dans le haut-parleur. « Je suis venue pour Ranger », répondit-elle d'une voix ferme malgré le froid. Un silence, puis un rire. « Petite, rentre chez toi. Je n'ai pas de chez moi. J'ai marché 100 km. Laissez-moi juste essayer. » Ethan, dans son bureau, avait tout entendu grâce aux caméras. Quelque chose dans cette voix déterminée l'obligea à réagir. Il appuya sur un bouton et les lourdes portes s'ouvrirent. Quelques minutes plus tard, il vit apparaître dans l'allée une fillette minuscule couverte de neige, le regard brûlant d'une force qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Quel âge as-tu » demanda-t-il. « 10 ans. Et tes parents ? Mon père est mort. Ma mère travaille. Elle sait que je suis ici. » La dernière phrase était un mensonge, mais prononcée avec tant d'assurance qu'il faillit la croire. Ethan aurait dû appeler les services sociaux. Il aurait dû la renvoyer, mais quelque chose chez elle, sa posture fière, son courage fou, sa sincérité, lui rappela Rachel. Et surtout, un détail le bouleversa. Ranger n'avait pas aboyé. Pour la première fois depuis 3 ans, le chien n'avait pas réagi à un inconnu. Pas un grondement, pas un cri. « Ce n'est pas un jeu, Lila. Ce chien a attaqué 3 hommes, tous des experts. Mon père m'a appris qu'un animal blessé attaque par peur, pas par haine. Ranger n'est pas mauvais. Il a juste mal. Il n'est pas sûr, ce chien. Rien de ce qui vaut la peine d'être sauvé n'est sûr, monsieur Ward. » Ethan resta silencieux un long moment. Puis, contre toute logique, il hocha la tête. « Très bien, une seule tentative. Tu respectes nos règles. Si Ranger montre le moindre signe d'agression, tu sors immédiatement. D'accord ? D'accord. » Ce soir-là, après avoir pris un vrai repas pour la première fois depuis des jours et s'être douché dans une salle de bain plus grande que la chambre du foyer, Lila descendit au sous-sol avec Ethan, le shérif Lewis et un infirmier de secours. Ethan avait les mains qui tremblaient en tapant le code de sécurité. La porte métallique s'ouvrit dans un sifflement. Ranger était là, couché dans l'ombre. Ses yeux ambrés brillaient sous les néons. Quand il vit le groupe, il se leva lentement, muscles tendus, grognements sourds. Lila retira le gilet de protection qu'Ethan lui avait fait n'enfiler. « Qu'est-ce que tu fais » s'écria-t-il, paniqué. « S'il doit me faire confiance, je ne peux pas me cacher derrière une armure. » Elle se libéra doucement de sa main et franchit la porte.
Le bruit métallique du verrou qui se referma derrière elle résonna comme un cercueil qu'on cloue. Lila s'assit par terre, à une dizaine de mètres du chien. Elle évita de le fixer, ne parla pas. Elle sortit simplement son ours en peluche et commença à fredonner une mélodie douce. Une berceuse sans mots qui montait et descendait comme une respiration. Les oreilles de Ranger se dressèrent. Son grondement s'adoucit. Il fit un pas en avant, puis un autre, les crocs toujours visibles. Dans la salle d'observation, personne ne respirait. Et alors, Lila poussa doucement son ours vers lui. « C'est pour toi », chuchota-t-elle. « Pour que tu saches que quelqu'un tient à toi ». Ranger renifla l'objet, intrigué. L'odeur familière de lavande et de vanille, le parfum que Rachel portait toujours, flotta dans l'air. Il s'assit. Pour la première fois depuis l'avalanche, il s'assit face à un inconnu sans attaquer. Le temps sembla s'arrêter. Lila continuait de fredonner. Ranger restait immobile, apaisé. Et derrière la vitre, Ethan sentit une larme couler sur sa joue. Pour la première fois depuis 3 ans, il ressentit quelque chose qu'il croyait mort. De l'espoir. C'est à ce moment-là qu'un nouvel acteur entra en scène. Dr Marcus Rowan, un comportementaliste animalier au sourire parfait et aux intentions troubles. Officiellement, il venait prêter main forte. En réalité, il avait un autre but. Le lendemain, Lila revint. Puis le jour d'après, chaque matin, elle descendait au sous-sol apportant un morceau de viande, une chanson et un peu de chaleur. Le 11e jour, il y eut un miracle. Ranger n'avait pas mangé depuis 4 jours. Amaigri, les côtes saillantes, il fixait le sol sans réagir. Lila s'assit comme toujours, à bonne distance, posa une assiette de restes de viande et chanta doucement. Peu à peu, l'odeur de nourriture et la douceur de sa voix le ramenèrent. Il avança, hésitant, puis mangea lentement, sans agressivité. Ethan, devant les caméras, pleurait. Cet enfant atteignait son chien d'une manière qu'aucun professionnel n'avait réussi. Sans diplôme, sans outils, juste avec patience et amour. Le 12e jour, la neige tomba à gros flocons. Lila chanta pour lui les paroles d'une vieille chanson. « You are my sunshine, my only sunshine ». Sa voix tremblait sur les notes aiguës, mais elle ne s'interrompit pas. Ranger leva la tête, ses oreilles se dressèrent. Il la regarda longuement, pencha la tête, intrigué. C'était la chanson que Rachel lui chantait quand il était chiot pour calmer ses peurs pendant les orages. Le hasard semblait impossible. Ou peut-être que ce n'était pas un hasard. Ranger se coucha, posa la tête sur ses pattes et ferma les yeux. Ethan se couvrit le visage de ses mains. Son chien, endormi au son de cette chanson, comme avant la tragédie. Le vieux ranger, celui d'autrefois, était encore là quelque part derrière la douleur. Mais le lendemain, tout s'écroula. Ce matin-là, une vieille voiture arriva devant le portail, crachant de la fumée. Au volant, Erin Benson. Elle avait retrouvé la trace de sa fille grâce à Grace Howard, rongée par la culpabilité. Erin entra dans la propriété comme une tempête. « Lila Marie Benson » cria-t-elle depuis le hall. « Tu t'es enfuie pour un chien ? Tu aurais pu mourir, être enlevée, gelée dehors. » Lila descendit du sous-sol, la tête baissée. « Maman, j'ai laissé une note. »« Une note ? Tu as 10 ans, Lila. Tu ne décides pas de risquer ta vie parce que tu crois pouvoir sauver un animal. » Ethan tenta d'intervenir. « Madame Benson, je vous assure que votre fille est en sécurité ici. Nous avons du personnel médical, des protocoles. Vous vous servez de ma fille comme d'un appât pour un chien violent ?» hurla Erin, épuisée, la voix tremblante. « Vous êtes milliardaire, vous pourriez engager le meilleur du monde et vous laisser une enfant risquer sa vie ? Je ne lui ai rien demandé. Elle est venue d'elle-même. Parce que vous êtes désespéré, monsieur Ward. Et parce que plus personne ne voulait de votre chien. » Lila s'interposa. « Maman, arrête, c'est moi qui ai choisi. Pas pour lui, pour nous, pour toi. Pour que tu n'aies plus à travailler jusqu'à t'écrouler. $1 million, maman, ça paierait tout. » Le visage d'Erin se décomposa. Elle s'assit, vidée, sur le marbre froid. Ses mains tremblaient. Pour la première fois, Lila la vit pleurer. « Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Erin baissa les yeux. Elle ne pouvait plus mentir. Quelques heures plus tard, elles étaient à l'hôpital d'Aspen. Les médecins parlaient à voix basse. Une cardiologue expliquait calmement « Madame Benson, votre cœur ne pompe qu'à 30% de sa capacité. Vous avez besoin d'une opération rapidement ou vous risquez un arrêt cardiaque dans les prochains mois. » « Combien ?» demanda Erin. « $150 000. » Ethan, debout dans le couloir, les poings serrés, finit par dire « Je paierai. » « Non » répondit Erin immédiatement. « Je n'accepte pas la charité. Ce n'est pas de la charité, c'est un paiement. Votre fille a déjà sauvé mon chien plus qu'aucun professionnel. Elle a gagné ce droit. » Lila regarda sa mère avec des yeux suppliants. Mais Erin secoua la tête. « On en parlera plus tard.
Le 15e jour, la tragédie entra de nouveau dans leur vie sous le visage d'un homme en blouse blanche. Dr Marcus Rowan. Il s'était présenté comme un expert du comportement animal venu aider à structurer la méthode de Lila. Politesse parfaite, dossiers impeccables, regard froid. Ethan, encore sous le choc de la maladie d'Erin, accepta son aide sans poser de questions. Lila, elle, ressentit tout de suite quelque chose d'étrange. Le docteur observait Ranger d'un œil qui n'avait rien de bienveillant. Il posait trop de questions sur l'avalanche, sur Rachel, sur les déclencheurs du chien. Et lorsqu'il souriait, son regard, lui, restait glacial. Ce matin-là, il avait proposé d'assister à la séance de Lila pour prendre des notes. Ranger progressait. Il s'approchait désormais à moins de 3 mètres d'elle sans tension. Le chien respirait lentement, attentif. Lila lui tendait la main, ne cherchant pas le contact, juste la confiance. C'est à cet instant que le docteur Rowan fit tomber sa gourde en métal. Le bruit résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Mais ce n'était pas le son qui déclencha la panique, c'était l'odeur, de la bergamote, du bois de cèdre, le même parfum que portaient les secouristes le jour de l'avalanche. Ranger figea, puis bascula. Ses yeux se dilatèrent. Le grondement qui monta de sa poitrine fit frissonner tout le monde derrière la vitre. Il n'était plus là, plus dans cette pièce. Il était revenu dans la neige au moment où Rachel criait. Son instinct prit le dessus, il bondit. Lila n'eut qu'une seconde pour réagir. Elle plongea de côté, le chien arracha un morceau de sa veste mais pas de chair. Elle roula sur le béton, se releva les mains tremblantes. « Ranger, c'est moi, c'est Lila, tu es en sécurité !» cria-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Ranger ne voyait plus rien. Il revivait la scène. Les hommes, la panique, les cris. Ethan entra le code d'urgence. La porte mit une éternité à s'ouvrir. Le shérif Lewis dégaina son arme, un infirmier visa avec le fusil à tranquillisant. Et alors, au milieu du chaos, la voix d'Ethan retentit. « Ranger, non !» Le chien s'arrêta net. À quelques centimètres du visage de Lila, ses crocs frôlaient sa peau, puis ses yeux revinrent lentement à la réalité. Il recula, haletant, gémissant. Lila s'agenouilla, la main tremblante. « C'est fini. Tu es en sécurité maintenant, mais la caméra avait tout enregistré. » La vidéo fuita sur les réseaux en quelques heures, les chaînes d'infos reprirent la séquence en boucle. L'enfant de 10 ans attaqué par le chien du milliardaire. Les hashtags s'enflammèrent. Justice pour Lila, Stop Ranger, chien tueur. Les pétitions pour exiger son euthanasie dépassèrent le demi-million de signatures. Le lendemain, la juge Moore convoqua une audience d'urgence. Erin, arrivée sur les lieux, en colère et tremblante, ordonna à Lila de faire ses valises. « C'est fini, tu rentres à la maison. Maman, écoute-moi, ce n'était pas sa faute, c'est le parfum du docteur, pas Ranger, je m'en fiche de savoir pourquoi. Il a failli te tuer. Papa aussi était malade, et on n'a pas abandonné, non ?» Ces mots frappèrent Erin comme un coup de couteau. Elle leva la main puis la retira aussitôt, horrifiée par son propre geste. Mais Lila avait vu la colère, la peur, le désespoir. « Je suis désolée, ma chérie. Oh mon Dieu, je suis désolée. Moi aussi, maman. Mais je ne peux pas le laisser. Pas maintenant. » Le shérif prit la parole, la voix grave. « Légalement, je devrais tout arrêter. Cette vidéo montre un danger évident. Mais j'ai vu quelque chose d'autre. Ce chien aurait pu la tuer. Il s'est arrêté. Il s'est retenu. C'est plus que de la chance, » ajouta Ethan. « C'est une connexion. » Erin ferma les yeux. Elle n'avait plus de force à opposer à la volonté de sa fille. « Une condition. Tu ne restes jamais seul avec lui. Jamais. Et s'il recommence, je le fais abattre moi-même. »« D'accord, » répondit Lila, la voix tremblante. Cette nuit-là, Lila pleura en silence, la tête enfouie dans l'oreiller. Ranger aurait pu la tuer. Elle en avait conscience. Et pourtant, elle pensait à son père, à cette phrase qu'il lui répétait toujours, « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. » À l'aube du 16e jour, elle descendit discrètement au sous-sol. Ranger n'avait pas dormi, il avait gratté les murs toute la nuit, s'était blessé les pattes. Quand Lila entra, il était recroquevillé dans son coin tremblant. Elle s'assit au sol, sans équipement, sans parole, et se mit à chanter « You are my sunshine ». Ranger releva lentement la tête. Ses yeux fatigués croisèrent les siens. Il avança, le ventre collé au sol, et posa sa tête dans ses genoux. Le corps du chien tremblait, secoué de gémissements qui ressemblaient à des sanglots. « C'est fini », murmura Lila en caressant doucement sa tête. « Tu n'es plus seul. » Quand Ethan entra 1 heure plus tard, il les trouva endormis tous les deux, le museau du chien posé sur la poitrine de la fillette. Le lendemain, Ethan décida de tout lui dire. Ils s'assirent dans son bureau, entre eux la photo de Rachel. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais raconté, » commença-t-il.
L'avalanche n'a pas été instantanée. Rachel a survécu 17 minutes sous la neige. Elle criait, on l'entendait, rangée à creuser jusqu'au sang pour la retrouver. Les secouristes ont dû le maîtriser, il a entendu sa maîtresse mourir sans pouvoir l'aider. Il s'en est voulu, et moi aussi Lila essuya une larme. Mon père a vécu la même chose, il était pompier. Son coéquipier est mort dans un incendie. Papa a survécu, mais il n'a jamais cessé de l'entendre crier. Après ça, il ne dormait plus, il hurlait la nuit. Puis un jour, il s'est enfermé dans le garage, j'ai appelé les secours. Ils l'ont emmené. Depuis, il ne me reconnaît plus, Ethan sentit sa gorge se serrer. Lila n'essayait pas de sauver un chien. Elle essayait de sauver son père à travers lui. Le 18e jour, Erin finit par céder. Elle accepta l'offre d'Ethan de financer l'opération. Non pas comme un don, mais comme un contrat, salaire anticipé pour la garde et la logistique du programme de réhabilitation. L'opération fut programmée pour le 23e jour. Mais le 19e, quelque chose d'inattendu arriva. Lila apporta son ours en peluche à Ranger. Elle lui raconta l'histoire de son père, sa douleur, ses souvenirs. Ranger renifla l'objet, longuement, et leva les yeux vers Ethan. Il y avait dans son regard une lueur que celui-ci reconnut aussitôt. Le parfum de lavande et de vanille, le même que Rachel portait, le même que celui qu'Erin avait vaporisé sur la peluche avant de l'offrir à sa fille. Le chien se coucha à côté de Lila, sa tête contre elle. C'était un moment simple mais sacré. Deux âmes brisées qui se reconnaissaient dans leur douleur. Le lendemain, la tempête frappa. On l'appela la tempête du siècle. Les routes furent découpées, le manoir isolé. Erin était sur place pour un dernier examen médical avant l'opération, coincé avec eux. Ce soir-là, Ethan les emmena dans une pièce qu'ils n'avaient jamais rouverte depuis 3 ans. La chambre du bébé qu'ils attendaient, Rachel et lui. Un berceau jamais utilisé. Une mobile jamais suspendue. Rachel était enceinte de 3 mois lorsqu'elle était morte. « Tu n'as pas perdu une personne ce jour-là » murmura Lila. « Tu en as perdu 2. » Ethan hocha la tête, incapable de parler. Pour la première fois depuis 3 ans, il pleura devant quelqu'un. Mais la nuit suivante, la tempête fit plus que bloquer les routes. Elle réveilla les démons, le tonnerre explosa dans la vallée et Ranger perdit le contrôle. Il hurla, se jeta contre les murs, se blessa. Aucun calmant ne suffisait. Ethan tente de l'approcher, en vain. Alors Lila entra, sans protection, sans peur. Elle s'assit au milieu de la pièce pendant que le chien déchaîné tournait autour d'elle. Elle chanta, encore et encore. Sa voix fragile couvrait à peine les éclairs. Ranger chargea, s'arrêta à quelques mètres, tourna en rond, haletant, puis s'effondra d'épuisement. Lila s'approcha et posa la tête du chien sur ses genoux. « C'est normal d'être brisé, » murmura-t-elle. « Je le suis aussi. » Cette nuit-là, il dormit paisiblement pour la première fois depuis 3 ans. Le lendemain, ils dînèrent tous ensemble. Ethan, Erin, Lila et Ranger couchés près du feu. Pour la première fois, il y eut des rires, un repas partagé, une chaleur qu'ils avaient oubliée. Mais le répit ne dura pas. Le 23e jour, Erin dut être opérée d'urgence. Sa santé s'était aggravée. Elle quitta le manoir en ambulance. Lila lui serra la main, promettant « Je serai là quand tu te réveilleras ». L'opération dura 7 heures. Réussie. Erin était sauve. Mais Lila a dû s'éloigner de Ranger pendant plusieurs jours. C'est alors que le docteur Rowan reprit les rênes. Et ce fut le début du cauchemar. Pendant qu'Erin se remettait à l'hôpital, Ethan se retrouva seul face au docteur Rowan. L'homme avait su se rendre indispensable. Rapport détaillé, graphique de progression, recommandations apparemment savantes. Mais plus le temps passait, plus ses méthodes inquiétaient Lila. Quand elle revint, elle trouva Ranger nerveux, agité, les pupilles dilatées. Il avait recommencé à se mordre les pattes jusqu'au sang. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» demanda-t-elle furieuse. Rowan leva les yeux de sa tablette faussement calme. « Des tests de conditionnement. Il faut confronter un animal à ses déclencheurs pour désensibiliser son amygdale. Vous voulez dire que vous l'avez forcé à revivre ses traumatismes ? C'est de la science, jeune fille. Pas de la tendresse, Ethan arriva à ce moment-là. Il observa Ranger, haletant, les yeux fous, puis se tourna vers Rowan. « Vous deviez m'aider à le guérir, pas à le torturer. Vous m'avez engagé pour obtenir des résultats. Je les obtiens. Mais si vous préférez des berceuses, à la rigueur scientifique, libre à vous de redevenir sentimentale. » Lila s'interposa. « Vous ne comprenez rien à lui, vous le traitez comme une machine. » Rowan la fixa longuement, puis esquissa un sourire froid. « C'est fascinant ce lien entre vous deux, presque surnaturel. Mais vous savez, les animaux traumatisés finissent toujours par blesser ceux qu'ils aiment le plus.
Ces mots glacèrent Ethan. Pendant une seconde, il crut y voir une menace. Cette nuit-là, Ethan fit installer des caméras supplémentaires. Quelque chose en lui disait que Rowan n'était pas ce qu'il prétendait être. Et il avait raison. 3 jours plus tard, il découvrit la vérité. En fouillant discrètement les affaires du docteur, il trouva un dossier confidentiel. Marcus Rowan, ex-directeur d'un centre de recherche canine militaire, démantelé pour mauvais traitements sur animaux et expérimentation illégale. Plusieurs chiens avaient été mutilés dans le cadre de projets de l'optimisation comportementale. Il avait disparu après le scandale, et maintenant, il était là chez lui. Ethan sentit la rage monter. Il confronta Rowan le lendemain matin dans le hall principal. « Je sais qui vous êtes. Alors, vous savez que je suis le seul à pouvoir prouver que votre chien n'est pas réhabilitable. Vous n'avez plus aucune autorité ici. Sortez de ma maison. C'est trop tard, Ward. La juge Moore me fait confiance. Et les médias aussi. Vous ne pouvez pas étouffer cette histoire. » Ethan voulut le frapper, mais se retint. Il comprit que le docteur avait prévu ce moment depuis le début. Dans les jours qui suivirent, Rowan manipula subtilement la situation. Il fit fuiter des extraits de vidéos tronqués, montrant Ranger grognant ou tirant sur sa laisse, sans contexte. Les réseaux sociaux explosèrent à nouveau. Le chien du milliardaire n'est pas guéri. Les journalistes campaient devant le portail, des drones survolaient la propriété. Lila, épuisée, tenta de rassurer Ethan. On peut encore leur prouver qu'ils ont tort. Il faut juste qu'ils voient qui il est vraiment. Le monde ne veut pas voir la vérité, Lila. Il veut des monstres, pas des miracles. Mais elle refusa d'abandonner. Le 26e jour, un reporter parvint à franchir le portail avec un drone. Ranger, paniqué par le bourdonnement mécanique, entra en crise. Il se mit à tourner en rond, haletant, cherchant une issue. Lila entra en trompe dans la cour, alors que Rowan s'approchait, arme hypodermique à la main. « Ne le touchez pas !» hurla-t-elle. « Écarte-toi, petite !» Ethan surgit à son tour. Ranger, affolé, se rua vers eux. Rowan tira. La fléchette manqua la cible et se planta dans Lila. Elle s'effondra. Le temps sembla s'arrêter. Ethan poussa un cri qu'on n'avait pas entendu depuis l'avalanche. Il courut vers elle, la prit dans ses bras. « Non, 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 reste avec moi, Lila !» Le tranquillisant était trop puissant pour son poids. Sa respiration ralentissait. Ranger, voyant la fillette s'évanouir, se précipita sur Rowan dans un rugissement animal. Le docteur tenta de fuir, mais le chien l'atteignit avant la porte. Il le plaqua au sol sans mordre, grognant de toutes ses forces. Le shérif, alerté par les caméras, entra en hurlant. Il tire une décharge de taser dans le sol pour séparer les deux. Ranger recula, haletant sans lâcher le docteur des yeux. Les secours arrivèrent en 10 minutes. Lila fut transportée d'urgence à l'hôpital. Ethan resta à ses côtés tout le trajet, tenant sa main. « Tiens bon, petite, tiens bon !» À l'hôpital, les médecins réussirent à la stabiliser. Le tranquillisant aurait pu l'arrêter net, mais son cœur tint bon. Quand elle ouvrit enfin les yeux, Ethan était là. Ranger, lui, avait été confisqué par les autorités. La juge Moore ordonna une mise en quarantaine immédiate. Une nouvelle audience fut programmée pour le 30e jour. Ranger risquait l'euthanasie. Quand Erin apprit ce qui s'était passé, elle se leva de son lit d'hôpital, encore faible. « Vous avez mis ma fille en danger !»« Non », répondit Ethan, la voix brisée. « C'est moi qui ai échoué. Ce chien aurait pu la tuer. Mais il ne l'a pas fait. » Lila intervint faiblement. « Il m'a protégé. »« C'est le docteur qui a tiré ? Chérie, tu ne comprends pas ? » ?»« Si, maman. Il a choisi de ne pas me blesser. Il a choisi. » Ces mots résonnèrent dans la chambre comme une prière. Mais la loi, elle, ne choisit pas avec le cœur. Le 30e jour, à 16h30, dans le tribunal du comté de Pitkin, la juge Moore prononça son verdict. Malgré les efforts de M. Ward et de Mlle Benson, les preuves démontrent un risque persistant pour la sécurité publique. Le tribunal ordonne l'euthanasie de l'animal à 17h. Ethan ferma les yeux. Lila se mit à pleurer silencieusement. Le shérif baissa la tête. C'est à ce moment que l'histoire rattrapa le présent. L'horloge marquait 16h45. 15 minutes avant la fin. Le chien tremblait. Le shérif arma son arme de service au cas où. La seringue était prête. Et Lila, petite silhouette fragile dans ce tribunal glacé, fit le choix le plus fou de sa vie. Elle se plaça entre Ranger et la juge. « S'il meurt, je meurs aussi. » Un murmure parcourut la salle. Les caméras filmaient en direct. Le monde entier retenait son souffle. La juge Moore se leva lentement. « Mademoiselle Benson, vous ne réalisez pas ce que vous faites. »« Je réalise très bien. J'ai regardé un chien brisé redevenir vivant. J'ai vu un homme qui avait tout perdu retrouver la lumière. Et si vous tuez ce chien, vous tuez tout ce qu'il reste de bon en nous. »
Ethan, incapable de la retenir, sentit les larmes lui brûler les yeux. 16h46. L'agent de la fourrière s'avança. Ranger gémit, le museau sur le sol comme s'il comprenait. Et soudain, un cri retentit depuis le fond de la salle. « Arrêtez tout! Arrêtez tout !» La voix venait du fond de la salle. C'était le shérif Lewis, essoufflé, tenant une clé USB serrée dans sa main. Derrière lui, 2 agents entraient, transportant un ordinateur portable. Le silence tomba, lourd, absolu. « Madame la juge, déclara Lewis, la voix grave, j'ai une nouvelle preuve qui pourrait tout changer. » La juge Moore fronça les sourcils. « Nous sommes à 3 minutes de l'exécution, shérif. Vous réalisez la gravité de votre interruption ? » ?»« Oui, madame la juge. Mais si vous voyez ça, vous comprendrez. » Il inséra la clé dans le port USB. Sur l'écran apparut la vidéo du 26e jour, celle que Rowan avait trafiquée pour les médias. Mais cette fois, c'était la version intégrale récupérée depuis le serveur de sécurité d'Ethan. L'image montrait tout, Rowan chargeant sa fléchette, la flèche manquant Ranger et touchant Lila, puis le chien se ruant, non pas sur la fillette, mais sur Rowan pour la protéger. Un murmure parcourut la salle. On entendit distinctement Lila tomber et Ranger hurler, se plaquant sur le docteur pour l'empêcher de tirer une seconde fois. Les agents de sécurité fixaient l'écran, bouche bée. « Ce chien n'a pas attaqué », déclara le shérif d'une voix forte. « Il a protégé une enfant. » Encore une fois, la juge resta silencieuse. Elle visionna la séquence 2 fois, puis elle leva lentement les yeux vers Lila. « Mademoiselle Benson, c'est bien vous qui l'a sauvée, n'est-ce pas ? » « Oui, madame. Et je crois qu'il a sauvé plus que moi. » Un frémissement d'émotion parcourut la salle. Plusieurs spectateurs pleuraient ouvertement. Les caméras filmaient toujours. En quelques minutes, la diffusion du tribunal envahit Internet. Les réseaux s'enflammèrent à nouveau, mais cette fois pour une autre cause, Save Ranger. Ethan sentit sa gorge se serrer. Le monde entier voyait enfin ce qu'il avait toujours su. La juge se leva. L'audience est suspendue pendant vérification de la vidéo et enquête sur le docteur Rowan. « Vous ne pouvez pas faire ça ?» hurla Rowan menotté par les agents. « Ce chien est une bombe à retardement. Vous vous condamnez tous !» Le shérif lui jeta un regard glacé. « Ce que je vois, c'est un homme qui a failli tuer une enfant et un chien qui lui a sauvé la vie. Ranger, lui, restait immobile, couché, le museau sur les genoux de Lila. Il ne comprenait pas les mots, mais il sentait la tension, la peur, puis la paix revenir petit à petit. 2 jours plus tard, l'enquête officielle confirma les faits. Le docteur Rowan avait trafiqué des données, manipulé les vidéos et menti dans ses rapports pour discréditer le projet d'Ethan. Il fut arrêté pour falsification, maltraitance animale et mise en danger d'autrui. Le tribunal réunit une nouvelle audience exceptionnelle. Cette fois, la salle était pleine. Des familles, des journalistes, des vétérans, des associations de protection animale, tous venus voir le chien qui avait choisi de ne pas mordre. La juge Moore reprit la parole d'une voix adoucie. « Monsieur Ward, mademoiselle Benson, la Cour reconnaît que l'animal nommé Ranger ne présente pas de danger imminent et qu'il a agi pour protéger une vie humaine. La condamnation est levée, Lila éclata en sanglots. Ethan la serra contre lui, incapable de parler. Même la juge essuya discrètement une larme avant de reprendre son sérieux. Toutefois, Ranger restera sous surveillance vétérinaire et comportementale pendant 6 mois. Et... je veux des rapports réguliers, mademoiselle Benson. Vous avez commencé cette histoire, c'est à vous de la poursuivre. » Lila sourit à travers ses larmes. « Promis, madame la juge. » Les portes du tribunal s'ouvrirent sur un tonnerre d'applaudissements. Les caméras flashaient, les journalistes criaient, mais Ethan ne voyait qu'une chose. La petite fille salée qui tenait son chien dans ses bras, et ce regard de paix dans les yeux de Ranger. Quelques jours plus tard, de retour à Aspen, la neige avait cessé. Le manoir semblait respirer à nouveau. Erin, rétablie, se reposait près du feu. Lila jouait avec Ranger dans la cour, lui lançant une balle qu'il ramenait fièrement, la queue battant l'air. Ethan observait la scène depuis la véranda. Pour la première fois depuis la mort de Rachel, il souriait sans douleur. Il se pencha vers le shérif, venu partager un café. « Tu sais, Adam, je crois qu'elle a fait plus que sauver un chien. Elle a sauvé tout ce qui restait d'humain chez moi. » Le shérif sourit, les yeux dans le vague. « Ouais, et ce chien t'a redonné une famille. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car ce qui devait n'être qu'un miracle isolé devint un mouvement. Une semaine après le procès, Lila posta une vidéo avec Ethan. Pour tous les Rangers du monde, elle y racontait leur histoire, parlait de la peur, de la patience, du pardon. Le message était simple. Ce n'est pas parce qu'on est brisé qu'on ne peut pas guérir. En 24 heures, la vidéo fit 100 millions de vues.
Des familles commencèrent à adopter des chiens considérés comme irrécupérables. Des vétérans traumatisés témoignèrent, des associations se mobilisèrent et bientôt, un nouveau projet vit le jour. The Ranger Program, une fondation créée par Ethan et dirigée par Erin, dédiée à la réhabilitation des chiens et des humains blessés par la vie. Le premier centre ouvrit dans les montagnes du Colorado. Les murs étaient décorés de photos de binômes. Anciens soldats et chiens sauvés, enfants et animaux en reconstruction. Sur la porte d'entrée, une plaque simple. Ici, les secondes chances existent. Mais la vie, même dans la lumière, garde toujours une part d'ombre. Car dans un coin reculé du pays, une autre vidéo commençait à circuler. On y voyait un laboratoire abandonné, des cages rouillées et sur un mur, un nom gravé à la main, Project Ares, Dr. M. Rowan. Personne ne le savait encore, mais l'histoire de Ranger n'était que le début. 2 mois avaient passé depuis le jugement. Le Colorado s'était paré d'un manteau blanc plus doux, presque paisible. Dans la vallée d'Aspen, les fondations du Ranger Center prenaient forme. Ce n'était plus la demeure d'un milliardaire solitaire, mais un lieu vivant. Des bénévoles, des vétérans, des enfants venus de tout le pays pour rencontrer ce chien qui avait changé le cours d'une histoire. Ranger, désormais apaisé, portait un harnais spécial frappé d'un écusson, canine thérapeute, un cœur guéri en aide d'un autre. Il avait retrouvé son éclat, son regard calme et fier. Il passait ses journées à accompagner des anciens soldats souffrant de stress post-traumatique. Rien d'extraordinaire, il restait simplement assis à côté d'eux, silencieux, patient, présent. Parfois, c'est tout ce dont un cœur brisé a besoin. Lila, elle, s'était transformée. Elle suivait des cours à domicile, donnés par des professeurs bénévoles du programme. Chaque matin, elle descendait au centre pour nourrir les chiens. Ranger la suivait partout comme une ombre fidèle. Les journaux l'appelaient « la fille qui parlait aux chiens ». Mais pour elle, tout cela n'avait rien d'un conte de fées. Elle savait que la paix, comme la confiance, se gagne chaque jour. Erin, enfin remise, supervisait l'administration du centre. Elle avait repris des couleurs, son sourire revenait lentement. Parfois, en regardant Ethan et Lila rire ensemble, elle sentait quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer, un espoir nouveau. Mais au milieu de cette sérénité, quelque chose d'invisible rôdait. Un soir de mars, alors que la neige fondait doucement, le shérif Lewis arriva au centre, l'air grave. Ethan l'accueillit dans son bureau, un café chaud entre les mains. « Tu as l'air soucieux. »« On a rouvert le dossier Rowan, » répondit le shérif. « Et ce qu'on a trouvé n'a rien de bon. » Il posa sur le bureau une chemise épaisse. À l'intérieur, des photos, des chiens mutilés, des caches de métal, des marques de brûlure. Ethan sentit son estomac se nouer. C'était pas juste un centre de recherche, Ethan. C'était un programme militaire secret. Rowan essayait de créer des chiens de combat contrôlables par stimuli chimiques. Des expériences sur le conditionnement de la peur et de la loyauté. Et devine quoi? Ranger faisait partie du lot initial. Ethan releva la tête, choqué. « Quoi? Non, c'est impossible. Je l'ai adopté dans un refuge civil, pas militaire. Officiellement, oui. Mais d'après ces documents, ton chien faisait partie du Project Ares. Ils ont falsifié ses papiers après la fermeture du laboratoire. Rachel ne le savait peut-être pas. Mais Rowan, lui, savait exactement à qui il avait affaire. Un silence lourd s'abattit. Ethan sentit son cœur battre trop fort. Ça veut dire qu'il a voulu le réactiver? Exactement. Il voulait prouver que son projet marchait. Et il s'est servi de toi comme vitrine. Ethan ferma les yeux, submergé. Le passé qu'il croyait derrière lui venait de ressurgir, plus sinistre encore. Pendant ce temps, Lila, insouciante, jouait dehors avec Ranger. Le chien courait dans la neige, la langue pendante, aboyant joyeusement. Elle riait aux éclats. Et pourtant, si Ethan avait regardé de plus près, il aurait remarqué un détail inquiétant. Sous la cicatrice de Ranger, une petite bosse apparaissait, discrète, comme un implant. Cette nuit-là, Ethan ne dormit pas. Il passe des heures à éplucher les rapports du shérif. À chaque page, la vérité s'enfonçait un peu plus profondément. Les chiens du Project Ares avaient été exposés à des substances chimiques capables d'altérer la perception du danger. Un simple son, une odeur, un signal électrique pouvaient les rendre violents ou totalement dociles. Et s'ils avaient implanté quelque chose dans le cerveau de Ranger, au petit matin, il appela Lila. « Tu ne vas pas aller au centre aujourd'hui. »« Pourquoi? Ranger m'attend. » Il n'y a rien de grave, juste un peu de repos, d'accord? Mais Lila sentit que quelque chose clochait. Elle sortit quand même, en douce. Ranger l'accueillit en remuant la queue, heureux. Elle le serra contre elle. «
T'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Pendant ce temps, dans le bureau, Ethan connectait le scanner vétérinaire portable. Il vérifia le flanc du chien, et là, il vit le signal, un petit émetteur enfoui sous la peau, relié à une puce inactive. Il pâlit. « Mon Dieu !» murmura-t-il. À ce moment précis, une alarme se déclencha. Un bourdonnement à basse fréquence résonna dans tout le bâtiment. Ranger se figea. Ses oreilles se plaquèrent. Il poussa un gémissement rauque. Puis, il se mit à trembler. Lila recula paniquée. « Ranger ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Le chien gronda, un son guttural et désespéré. Il se secoua violemment, se frappa contre le mur, cherchant à échapper à quelque chose d'invisible. Lila cria son nom, mais il ne l'entendait plus. Il revivait. La neige, le cri, l'avalanche, le parfum du cèdre et de la mort. Ethan surgit, courut vers eux, tenta de désactiver la sirène. Mais elle venait d'une source externe. Quelqu'un, quelque part, contrôlait la fréquence. « Lila, éloigne-toi de lui !» cria-t-il. Mais la fillette ne bougea pas. Elle s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Ranger, écoute-moi, c'est moi, Lila. Tu n'es pas là-bas, tu es ici, avec moi. Tu n'es plus un monstre, tu es libre !» Le chien hurla, la gueule grande ouverte, les muscles tendus à se rompre. Il trembla encore, puis s'effondra d'un coup, inerte. « Ranger !» hurla Lila. Ethan se jeta sur lui. Il chercha un pouls, il y en avait un, faible, irrégulier. La sirène s'éteignit. Le silence tomba. Seul le vent sifflait à travers les vitres. Dans l'ombre, loin de là, une lumière rouge clignotait sur un écran. Quelqu'un observait les données en temps réel. Une voix masculine, froide, souffla. Sujet A12 réactivé. Réponse positive au stimulus. Phase 2 validée. Sur le moniteur, une photo apparut, celle de Ranger, et juste en dessous, un nom de dossier Project Ares, phase 2, The Return. Quand Ranger s'effondra, Lila sentit son cœur se briser. Elle posa sa tête contre le flanc du chien, cherchant un signe de vie. Son souffle était faible, à peine perceptible. Ethan, livide, tenta de le ranimer, massant doucement sa cage thoracique. « Reste avec moi, garçon, reste avec moi !» Le shérif Lewis arriva en trombe, alerté par l'alarme. Il observa la scène, puis le scanner encore allumé. Les chiffres s'affichaient en rouge. Signal externe détecté. Quelqu'un l'a déclenché à distance, grogna Lewis. Mais comment ? Rowan travaillait pour quelqu'un. On croyait qu'il faisait tout ça seul, mais non. Il faisait partie d'un réseau. Lila, les yeux pleins de larmes, leva la tête. « Alors ils vont revenir ?» Le shérif hésita avant de répondre. « S'ils ont gardé les données de leurs expériences, oui. » Ethan se pencha sur la puce. Elle émettait encore un signal intermittent. Il saisit un scalpel, ses mains tremblant. « Je vais la retirer. »« Tu n'as pas le droit, c'est une preuve !» intervint Lewis. « C'est un chien, pas une pièce à conviction !» cria Ethan. Le shérif croisa son regard. Puis, lentement, il hocha la tête. « Fais vite !» Ethan incisa délicatement la peau du flanc de Ranger. Une minuscule capsule métallique apparut, logée sous le tissu cicatriciel. À l'intérieur, un minuscule circuit clignotait faiblement. Il la retira avec une pince, la posa sur un plateau stérile. Le signal cessa aussitôt. Ranger remua légèrement, un gémissement s'échappa de sa gorge. « Il revient !» murmura Lila, la voix tremblante. « Il revient !» Les jours suivants furent une lutte. Ranger resta en observation vétérinaire. Il respirait, mais ses constantes étaient instables. Lila ne quitta pas son chevet, dormant à côté de lui, la main posée sur son dos. Ethan, de son côté, enquêtait avec le shérif. Les analyses révélèrent que la puce contenait un émetteur à très courte portée, capable de recevoir des impulsions ultrasoniques à des fréquences précises. Pas un GPS, mais un déclencheur, un dispositif de contrôle comportemental. Ça veut dire qu'ils peuvent reproduire le signal n'importe où, sur d'autres chiens, comprit Ethan. Exactement, confirma Lewis. Et d'après ce qu'on a trouvé dans les dossiers de Rowan, il y aurait eu au moins 15 prototypes. 15 chiens comme Ranger, dispersés dans différents refuges après la fermeture du laboratoire. Le sang d'Ethan se glaça. Tu veux dire qu'il y a d'autres, comme lui ? Peut-être, et certains ont sûrement été adoptés. Pendant ce temps, dans la chambre, Lila parlait doucement à Ranger. Tu sais, t'as pas besoin d'être parfait. Même si t'as été créé pour la guerre, moi je te vois comme un héros. T'es pas ce qu'ils ont fait de toi. T'es ce que tu choisis d'être. Le chien ouvrit lentement les yeux. Il leva la tête, la posa dans ses bras. Lila éclata en sanglots, le serrant fort contre elle. Le lendemain, Ethan reçut un appel crypté. Une voix modifiée, grave. « M. Ward, vous avez quelque chose qui nous appartient ? Qui êtes-vous ? Disons, les successeurs du docteur Rowan. Vous avez retiré notre implant.
Vous allez le rendre. Sinon, nous reprendrons ce que nous avons créé. » L'appel coupa net. Ethan resta immobile, la mâchoire serrée. Puis il activa la sécurité maximale du centre. Volets blindés, caméra thermique, accès verrouillé. Personne ne s'approche de Ranger sans mon autorisation, ordonna-t-il. Mais la nuit suivante, les caméras détectèrent du mouvement. 3 silhouettes approchaient dans la neige, silencieuses. Des hommes vêtus de noir, visages masqués. Progression tactique. Le shérif réveillé par l'alerte dégaina son arme. « Ils sont là !» Ethan rejoignit Lila dans la chambre où dormait Ranger. « On doit partir maintenant ? Où ? Peu importe, mais pas ici. » Ils prirent la route de montagne dans un 4x4 chargé à la hâte. Le blizzard s'était levé, la neige fouettait le pare-brise. Derrière eux, les phares de 2 véhicules noirs les suivaient. « Ils nous rattrapent !» cria Lila. « Accroche-toi !» répondit Ethan. Le shérif, resté en arrière, tenta de bloquer la route avec son pick-up. Un échange de tirs éclata dans la tempête. Les éclats de balles ricochaient sur la glace. Ethan serre les dents. « Adam, décroche, décroche ! Va-t'en, Ethan, garde-les en vie !» La connexion radio grésilla. Puis un bruit sourd, un choc métallique, plus rien. Lila cria. Ethan accéléra, le cœur battant à tout rompre. Ranger, allongé à l'arrière, gémissait encore faible. La montagne s'étendait devant eux, sans fin. Ils finirent par atteindre un vieux refuge de forestiers, abandonné depuis des années. Ethan force la porte, installa Lila et le chien à l'intérieur, le vent hurlait dehors. « Ils vont nous retrouver » murmura Lila. « Pas ce soir » répondit-il. « Pas tant que je respire. » Il plaça la puce sur la table, la fixa longuement. « C'est pour ça qu'ils reviennent. C'est elle qu'ils veulent. Pas Ranger, pas toi. » Sa Lila la prit dans ses doigts. Elle clignotait faiblement, émettant un petit bip régulier. « Ethan !» murmura-t-elle. « Et si ce signal, on pouvait le renvoyer ?» Il la regarda surpris. « Comment ça ? Mon père disait toujours qu'un feu, ça peut détruire ou sauver. Tout dépend de la manière dont tu t'en sers. » Une idée naissait. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, Ethan connecta la puce à son ordinateur portable. Il détourna le signal, le fit rebondir sur un réseau satellite local. Si le dispositif était traçable, alors ils allaient piéger ceux qui le traquaient. 3 heures plus tard, la neige se mit à bouger au loin. Des véhicules noirs surgirent de la forêt, suivant la balise. Ethan les observa par la fenêtre, un sourire amer sur les lèvres. « Bienvenue au piège !» Il lance la séquence de brouillage. Le signal s'inversa. L'écran clignota. À des centaines de kilomètres, sur un serveur inconnu, les ordinateurs de leurs ennemis surchauffèrent, grillant leur circuit. Mais le prix fut lourd. La puce surchauffa aussi, explosant dans un petit nuage de fumée. Lila tomba à genoux, les oreilles sifflant. Ranger poussa un cri rauque et s'effondra à nouveau. « Ranger, non, non, non !» hurla-t-elle. Ethan se précipita, le prit dans ses bras. Le chien respirait encore, mais ses yeux étaient vitreux. Un liquide noir s'écoulait de sa cicatrice. « C'est pas possible !» murmura Ethan. Ils l'ont piégé jusque dans son sang. Et alors, dans le silence de la cabane, une phrase résonna, froide et mécanique, la voix sortait du haut-parleur du portable. Phase 3, activation biologique. Le silence après la voix mécanique fut plus terrifiant que le bruit lui-même. Lila se figea, incapable de respirer. Ethan sentit son sang se glacer. Ranger tremblait violemment, chaque muscle de son corps contracté, comme si quelque chose, à l'intérieur, voulait sortir. « Non, non, non !» murmura Ethan en ouvrant sa trousse médicale. Il chercha un moyen d'arrêter la crise, mais ce n'était plus une simple réaction nerveuse, c'était une réponse biologique. Le liquide noir qui s'écoulait de sa cicatrice formait de petites veines sombres sous la peau, comme si un poison s'éveillait lentement. « Ethan, qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda Lila d'une voix brisée. « Ils ont injecté quelque chose, un agent dormant activé à distance, une nanotoxine, ou un virus contrôlé, je ne sais pas. » Le chien gémit, ses yeux roulaient vers l'arrière. Puis il se raidit, le souffle coupé. Lila cria son nom, posant ses mains sur sa tête, le suppliant de rester. Ethan attrapa une seringue d'adrénaline, la planta dans le flanc du chien. Ranger sursauta, un râle s'échappa de sa gorge. Il reprit une respiration saccadée, laborieuse. Ethan posa sa main sur sa poitrine. Il est vivant, pour l'instant. À ce moment-là, la radio du poste grésilla. Une voix familière s'éleva, faible mais reconnaissable, le shérif Lewis. « Ethan, tu m'entends ? Adam, mon Dieu, t'es vivant !» À moitié. J'ai trouvé quelque chose dans les ruines du labo de Rowan, un serveur secondaire. Écoute bien, le projet Ares n'a jamais été arrêté, c'était une couverture. Ils ont déplacé le programme, et ils savent où tu es. Combien de temps on a ? Moins de 6 heures. Ils envoient une équipe récupérer le spécimen.
Et d'après les logs, ils ont activé le protocole d'urgence, l'autodestruction cellulaire. Ethan comprit, Ranger n'était pas simplement un chien programmé. Il était porteur d'un virus dormant conçu pour détruire les preuves biologiques du projet si jamais il était compromis. Leur but n'était pas de le reprendre, c'était de l'effacer. Lila, qui écoutait, pâlit. « On peut pas le laisser mourir, Ethan, pas après tout ce qu'il a vécu. Je sais. » Il ferma les yeux. « Je sais. » Il prit une décision. « Adam, tu peux nous retrouver ? » « Oui, j'ai ta position. Mais il faut te dépêcher. Il y a un laboratoire vétérinaire militaire désaffecté à 20 km d'ici. J'y laisse le matériel. C'est votre seule chance. » Ethan chargea Ranger dans le 4x4. Lila s'installa à l'arrière, sa main posée sur le flanc du chien. Il respirait faiblement. Dehors, le vent soulevait des tourbillons de neige. Le moteur rugit, les pneus mordirent à la glace. Sur la route, Lila murmura une prière qu'elle ne connaissait pas vraiment. « S'il te plaît, Dieu, si tu dois sauver quelqu'un, sauve-le, pas nous !» Ranger bougea légèrement comme s'il avait entendu. Après 1 heure de route, ils atteignirent un vieux complexe de béton semi-enterré. Les portes étaient scellées par le temps, mais Ethan força l'entrée à coups de barre à mine. L'intérieur sentait la poussière et le métal. Des tables d'acier, des générateurs rouillés, des bocaux vides. Lila frissonna. « On dirait un cimetière. »« C'en est un, » répondit Ethan. C'est ici qu'ils les formaient. Ils posèrent Ranger sur une table d'examen. Ethan alluma les lampes, fouilla parmi les instruments. Il trouva un scanner portatif et des flacons marqués de symboles chimiques familiers. Le shérif avait tenu parole. Si je désactive la propagation des cellules infectées, il pourrait survivre. Mais je dois d'abord neutraliser le signal biologique. « Et si tu te trompes ?» demanda Lila. « Alors on mourra tous les 3. » Il la regarda droit dans les yeux. « Tu veux sortir ? » « Non, je reste. » Il sourit faiblement. « Tu as le même courage que ton père. » Il plaça des électrodes sur la tête du chien. L'écran s'alluma. Des pulsations neuronales s'affichaient, irrégulières, chaotiques. Ethan chercha le code source du signal. Une séquence hexadécimale défilait, familière. Et soudain, il comprit, ce n'était pas un simple code d'activation. C'était une signature, une empreinte ADN. Il zooma sur la séquence. Son cœur s'arrêta une seconde. « Rachel, murmura-t-il. »« Quoi ?» demanda Lila. « Cette signature, c'est celle de Rachel. Ils ont utilisé son ADN pour créer le virus. Ils l'ont prise dans le corps après l'avalanche. Elle faisait partie du programme sans le savoir. » Il chancela. Tout s'emboîtait enfin. Rachel avait travaillé sur des recherches génétiques avant sa mort. Rowan avait utilisé son profil biologique pour stabiliser l'agent neural. Ranger n'était pas seulement son chien. Il était littéralement né d'elle, dans un sens. Une part d'elle vivait en lui. Les larmes d'Ethan coulèrent sans qu'il puisse les retenir. C'est pour ça qu'il réagissait à la chanson. C'est pour ça qu'il obéissait à ta voix, Lila. Rachel chantait « You are my sunshine » pendant les tests. Il se souvenait d'elle. Il serra les dents. On va la faire vivre, encore, à travers lui. Il enclencha la procédure d'inversion. L'écran vira au rouge. Le virus se propageait dans le système, tentant de s'autodétruire. Ethan augmenta la puissance. Des alarmes hurlèrent, les lumières clignotèrent. Encore un peu, souffla-t-il. Ranger hurla, son corps secoué de spasmes. Lila cria, mais Ethan ne lâcha pas. « Tiens bon, garçon, tiens bon !» Un bruit sourd retentit dehors. Des hélicoptères approchaient. Des faisceaux de lumière traversaient la tempête. Ethan termina la dernière ligne de commande. Le signal se stabilisa. Sur l'écran, les cellules virales s'éteignirent une à une. Puis, silence. Le cœur de Ranger battait lentement, mais régulier. Il avait survécu. Lila éclata en sanglots, le serrant contre elle. Ethan s'effondra, épuisé. Mais dehors, les hélicoptères se posaient déjà. Des hommes armés encerclaient le bâtiment. Ethan jeta un dernier regard à Lila. « Quoi qu'il arrive maintenant, tu t'enfuis par le tunnel, garde-le vivant, promets-le-moi. Et toi, moi je vais leur montrer qu'on ne contrôle pas la vie. Pas cette fois. » Il chargea son arme, le regard dur. Dans le vacarme des rotors, une dernière phrase flotta, douce et triste dans la voix de Lila. « You are my sunshine, my only sunshine. » Les pales des hélicoptères faisaient trembler les murs du vieux laboratoire. Le vent projetait la neige contre les vitres fissurées, transformant le paysage en un chaos de lumière et de glace. Ethan rechargea son arme, puis regarda Lila. Son regard disait tout, il ne comptait pas fuir. « Il y a un tunnel de service derrière la salle des réservoirs. Il mène jusqu'à la forêt. Tu le prends, tout de suite. »« Je pars pas sans toi, » protesta Lila. « Lila, écoute-moi. Tu es la seule qui puisse le sauver maintenant. Ce qu'il porte en lui, c'est la clé pour arrêter tout ça.
Si on tombe, ils recommenceront. Si vous survivez, ils ne pourront plus jamais le faire. Lila secoua la tête, les larmes plein les yeux. T'as déjà tout perdu, Ethan. Tu veux perdre encore? Il posa une main sur sa joue. Pas cette fois. Cette fois, je choisis ce que je perds. Et je choisis de vous laisser vivre. Ranger, allongé à leurs pieds, leva difficilement la tête. Ses yeux, fatigués mais lucides, semblaient comprendre. Il posa son museau sur la main d'Ethan comme un adieu silencieux. Une explosion retentit à l'entrée du complexe. Le métal se tordit, les portes volèrent en éclats. Des hommes en noir envahirent le couloir, armes levées, casque tactique sur la tête. Ethan prit position derrière un pilier. « Vas-y Lila, maintenant !» Elle hésita une dernière fois, puis attrapa Ranger par le harnais et l'entraîna vers le tunnel. Avant de disparaître dans l'ombre, elle se retourna. « Je te le promets, je le protégerai. » Ethan hocha la tête. « Je sais que tu le feras. » Les premiers sétirs éclatèrent. Des éclats de béton volaient partout. Ethan riposta, méthodique, précis. Il avançait entre les colonnes, son fusil contre l'épaule, les balles sifflant autour de lui. Mais ils étaient trop nombreux. Une balle le toucha à l'épaule, une autre à la cuisse. Il s'effondra contre une table d'acier, haletant. Un homme s'approcha lentement. Son insigne portait les lettres A-R-E-S, une division qu'Ethan croyait disparue. « Vous ne pouvez pas arrêter le programme, Hayward. Ce chien n'est qu'un prototype, un parmi d'autres. » Ethan esquissa un sourire ensanglanté. « Alors vous ne connaissez pas ce chien ?» Il appuya sur un petit boîtier noir dans sa main. Un grondement sourd secoua les fondations du complexe. Les générateurs surchauffés, laissés volontairement en surcharge, commencèrent à crépiter. Des étincelles jaillirent des plafonds. Le chef hurla un ordre, mais il était déjà trop tard. Une lumière blanche aveuglante déchira la pièce. L'explosion emporta tout. Lila courait à travers le tunnel, le souffle court, les larmes brouillant sa vue. Le bruit de la déflagration la suivit comme un tonnerre. Elle trébucha, se releva, continua. Ranger la suivait, boitant, gémissant, mais avançant. Quand ils débouchèrent dehors, le ciel s'embrasait derrière eux. Une colonne de feu montait au-dessus de la montagne. « Ethan !» souffla-t-elle, les mains tremblantes. Elle tomba à genoux dans la neige, le cœur en lambeaux. Ranger posa sa tête sur ses genoux, gémissant doucement. « Je sais, mon grand, je sais. » Au loin, des sirènes retentissaient. Les secours arrivaient. Mais Lila savait que si elle restait, on lui prendrait Ranger, on le traiterait à nouveau comme une arme. Alors elle prit une décision. Elle chargea un petit sac, attrapa un vieux plan trouvé dans le tunnel et suivit la rivière gelée vers le nord. Le Canada n'était qu'à 100 kilomètres. Elle marcha des heures, le vent coupant sa peau, Ranger à ses côtés. La nuit tomba. Elle fit halte dans une cabane abandonnée, alluma un feu avec des morceaux de bois humide. Le chien tremblait, épuisé. Elle posa sa couverture sur lui, puis sortit de sa poche l'ours en peluche, celui de son père. Elle le plaça contre Ranger. « Tu vois, on est 3 maintenant. Toi, moi et lui. Et on va s'en sortir. » Elle se coucha contre le chien, ses bras autour de son cou, écoutant son cœur battre. « Ethan voulait que tu vives, et je veux la même chose, parce que t'es pas une arme, t'es ma famille. » Dehors, la neige tombait sans bruit. Le feu projetait sur les murs les ombres d'une enfant et d'un chien endormi, serrés l'un contre l'autre. Au loin, des hélicoptères survolaient la vallée, cherchant des survivants. Mais la montagne, jalouse de ses secrets, gardait le silence. Le lendemain, le monde entier apprit la mort d'Ethan Ward. Les médias parlèrent d'un incendie accidentel. Le gouvernement démentit toute implication militaire. Mais sur les forums et les réseaux, un autre récit circulait. Celui d'un homme qui avait choisi de donner sa vie pour sauver un chien. Des milliers de messages affluaient. Pour tous les rangers du monde. Et quelque part, au cœur des forêts enneigées, une petite fille et un berger allemand suivaient la rivière, leurs silhouettes se détachant dans la brume. Plus tard, bien plus tard, un vieil homme marchant sur un sentier de montagne jura avoir aperçu une fillette et un grand chien noir au pelage argenté, traversant la neige au lever du soleil. Il raconta que le chien portait un harnais usé, marqué d'un écusson délavé. Rangé, deuxième chance. Personne ne le crut vraiment. Mais l'homme sourit en regardant l'horizon. Certains fantômes ne hanteront pas. Ils veillent. 5 années passèrent. Le monde avait changé, mais la montagne, elle, restait la même. Toujours ce silence blanc, ces pins tordus par le vent, cette lumière d'hiver qui rend tout plus vrai. Au pied des Rocheuses, dans une vallée oubliée du Colorado, un petit centre vétérinaire portait un nom simple, The Ranger Foundation. Pas de luxe, pas de caméra,
Juste un chalet rénové, un drapeau américain et une phrase gravée sur la pierre à l'entrée. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait de nous qui compte, mais ce que nous choisissons de devenir, eux, Ward. L'intérieur sentait le bois et la paille. Des chiens jouaient dans la cour, certains avec des cicatrices, d'autres avec des prothèses. Tous avaient ce même regard, celui d'êtres qui ont connu la peur et choisi de lui survivre. Une femme d'une vingtaine d'années caressait un jeune husky, le rassurant avant sa séance. Cheveux bruns, regard vert, sourire calme. Lila Benson. Elle était devenue éducatrice spécialisée. Formée à la thérapie assistée par animaux, son nom n'apparaissait dans aucun journal, elle fuyait la lumière. Elle n'avait jamais parlé publiquement de ce qui s'était passé. Mais dans sa voix, dans sa douceur, on devinait les cicatrices et la force. Un garçon s'approcha timidement avec son chien blessé. « Il a peur des orages, madame. » Lila s'accroupit, regarda l'animal dans les yeux. « Ce n'est pas la peur qu'il faut chasser, c'est la solitude. » Puis, tournant la tête vers le champ derrière le bâtiment, elle sourit. « Viens, je vais te présenter quelqu'un. » Au loin, un grand berger allemand surgit du bois, trottant lentement. Le poil argenté par endroits, mais les yeux toujours dorés, toujours vivants, rangés. Il s'approcha, imposant mais doux, la démarche légèrement lourde. Sur son harnais usé, on pouvait lire « Rangé, guérisseur certifié ». Lila pose la main sur sa tête. Lui aussi a eu peur, mais il a appris à ne plus s'en vouloir d'avoir souffert. Le garçon tendit la main. Rangé la renifla, puis la posa doucement dans la sienne. Le petit rit aux éclats. Lila sourit. Elle avait vu cette scène des centaines de fois, mais jamais sans émotion. Chaque fois que Ranger aidait quelqu'un à guérir, elle sentait la présence d'Ethan. Parfois, elle croyait encore entendre sa voix quand le vent soufflait à travers les arbres. « Tu lui as donné ce que moi je n'ai jamais su lui offrir, la paix. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la vallée, Lila s'assit près de la tombe d'Ethan derrière le centre. Une simple pierre engravée « Ethan Ward, 1978 à 2025 ». Il a cru en une seconde chance, et il avait raison. Elle resta là un long moment, le regard perdu dans la lueur du crépuscule. Ranger se coucha à ses pieds, silencieux. « Tu sais, Ethan, j'ai longtemps cru que t'étais parti pour de bon. Mais à chaque fois que je regarde Ranger, je te vois. Pas ton visage, ton courage, ton pardon. » Elle sortit de sa poche l'ours en peluche, usé mais intact. Elle le posa sur la pierre. « Papa disait qu'un héros, c'est quelqu'un qui se relève pour les autres. Tu l'étais, et je crois que je le deviens un peu chaque jour. » Le vent se leva doucement, soulevant quelques flocons. Ranger leva la tête, observant le ciel, comme s'il guettait quelque chose. Lila suivit son regard. Une lumière traversait lentement les nuages, une étoile filante perdue dans la nuit. Elle sourit. « On te voit, tu sais ?» Des années plus tard, quand Lila devint directrice du programme, elle fit graver une nouvelle plaque sur la façade du centre, fondée en mémoire d'un chien qui n'a jamais cessé de croire que l'amour pouvait guérir. Sous la plaque, la silhouette d'un berger allemand était sculptée dans le bois. Les visiteurs qui passaient devant s'arrêtaient souvent, touchés sans vraiment savoir pourquoi. Certains disaient que les soirs d'hiver, on pouvait entendre au loin une berceuse portée par le vent « You are my sunshine, my only sunshine » et dans l'écho, juste avant que le son ne s'éteigne, un aboiement grave, doux, presque humain répondait « Parce que certaines histoires ne s'éteignent jamais. Elles deviennent des légendes qu'on ne raconte qu'à voix basse, près du feu, à ceux qui croient encore que le courage, l'amour et la seconde chance peuvent tout changer. » Et quelque part dans une vallée du Colorado, une jeune femme et un vieux chien continuaient d'en être la preuve vivante.